Bien, retournons donc à nos fouilles de Pompéi. Donc, fouilles que j'ai effectuées de 2001 à 2002. Dans cet atelier dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est situé exactement ici, dans la Via des Augustali. Vous reconnaissez sur cette diapositive le forum de Pompéi, le Capitole, le marché, et cette voie dite degli Augustali, qui je propose désormais d'interpréter comme le marché des parfums. Voici un plan de la ville et qui vous représente la même chose. Ici, la Via degli Augustali, le forum, le temple d'Apollon, le marché, et à l'angle ici, le temple de la fortune, les thermes du forum. Donc vous voyez un quartier extrêmement actif et très commerçant. Les boutiques qui sont situées le long de cette voie ont été en fait dégagées à partir de mai 1822. Et selon Fiorelli, qui a publié l'ensemble des archives concernant ces anciennes fouilles, et ensuite en a tiré un guide de Pompéi qui reste encore une véritable source, car il avait une connaissance intime à la fois des archives et du site. Donc selon Giuseppe Fiorelli, dans le guide de Pompéi paru en 1875, ces boutiques ont laissé peu d'indications sur leur utilisation, mais celle qui est située en 7422 ici était en fait la partie antérieure d'une maison qui était probablement la maison du boutiquier, dit-il. Le pressoir qui est situé dans la boutique 25, que nous avons vu à plusieurs reprises dans la reconstitution, n'est signalé dans aucun de ces textes, dans aucune archive. Et en fait, la pierre elle-même a été dégagée en 1927 par Maiuri, qui s'était aperçu qu'il y avait donc une fosse, et il a fait un sondage dans cette partie-là, située entre le pilier et le mur, et il a mis au jour donc les restes de la pierre et des parties en bois. Il décrit la découverte de cette fosse en signalant donc les fragments d'une base de pressoir en calcaire qui mesure 1,65 m par à peu près 1 mètre de large, et il dit que mêlés aux fragments de pierre se trouvaient des éléments de bois carbonisés, des poutres et des montants ou des disques de bois. Les fouilles que nous avons effectuées donc, au début des années 2000 ont mieux permis de comprendre cet ensemble et surtout les installations qui l'ont précédé. Dans son état final, les deux boutiques ici, donc 24 et 25, sont réunies et occupent un espace de 7,80 m par 4,20 m, délimité par une façade en grand appareil de tubes volcaniques, que vous voyez ici, et des murs de briques, ou plutôt de tuiles cassées, situés des deux côtés, et délimités aussi par des piliers. 4 états majeurs ont été décelés. Aucun niveau de l'époque archaïque n'a été mis au jour, alors que dans ce secteur de la ville, il y a des niveaux de l'époque archaïque, mais probablement les travaux qui ont été accomplis lors de la construction des maisons à l'époque républicaine avancée ont enlevé tous ces niveaux. La première phase que j'ai pu trouver correspond à plusieurs murs et à un foyer qui avait été construit sur un niveau de cendres volcaniques jaune. Et le mobilier trouvé dans ces couches n'est pas antérieur au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il comprend déjà de la céramique campaniana et des amphores italiques et des puniques. Lucie, un état 2. Cet état 2 correspond à la construction de la maison telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Et il rassemble principalement des murs en opus incertum,
un atrium avec un impluvium que vous voyez sur cette photo et associé à une ouverture dans la citerne qui est située en dessous, ouverture faite d'une embouchure de puits en quelque sorte en marbre. La maison était tout en longueur. Elle avait donc les boutiques en façade que vous voyez ici, cette toiture abritant la reconstitution du pressoir par Maiori. Il y avait l'atrium ici, donc là, lorsque j'ai refait cette photo avec un ballon, j'avais déjà recomblé l'impluvium, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Sur l'atrium donnait une salle à manger, un œcus qui est situé ici, et une chambre, et il y avait un couloir qui permettait d'accéder aux pièces arrière, 2 chambres, une cuisine située sous un auvent ici, avec un laraire dans cette partie-là, et l'escalier qui est monté à un étage. Dans les boutiques, cette phase, cet état 2 est mal conservé. Je n'y ai trouvé en fait qu'une petite cuve recouverte d'un dépôt jaunâtre dont l'analyse n'a rien donné de particulier et un puits. Mais la présence même de cette cuve tend à montrer qu'il y avait déjà probablement une activité artisanale, mais nous ne sommes pas capables de l'identifier. Cet état, selon moi, date de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ ou du tout début du 1er siècle. Il est suivi d'une phase 3, donc d'un état 3, où de grandes transformations sont réalisées. Le puits que nous avons vu et la petite cuve sont alors comblés, et 2 grandes cuves, mesurant environ 1,70 m par 1,80 m, sont creusées dans les sédiments antérieurs. Et c'est ce qu'on voit sur ces 2 photos. Et vous voyez ici donc la cuve qui détruit les installations antérieures et on comble toute la partie située ici. Les sols correspondant à ces cuves avaient disparu, mais j'ai pu estimer leur profondeur à environ 1,50 m et leur contenance moyenne à 4300 litres. Entre les cuves, et c'est peut-être le vestige le plus intéressant pour ce qui nous concerne, se trouvait la base d'une chaudière qui a été ultérieurement détruite par la construction d'un pilier en briques. Alors, là, ici, vous avez une cuve, ici, il y a l'autre, et entre les deux, il y avait donc ce reste de chaudière que vous voyez là, dont la partie postérieure est détruite par la fondation du pilier qui est ici, et dont on voit ici l'ouverture. Le diamètre de la chaudière devait avoisiner 0,70 m et il faut certainement restituer dans la partie haute un chaudron métallique. Évidemment, on n'a pas d'éléments sur le métal car il a été bien sûr récupéré. Aucun niveau d'occupation de cet état n'a été conservé du fait des démolitions liées à la phase successive. Le matériel de comblement du puits et de la cuve qui ont été comblés justement pour construire cette installation comporte des amphores Dresselin 1-1, des amphores de Brinde, des amphores de Rhodes, de la campanienne A et de la campanienne béoïde, c'est-à-dire celle qui est fabriquée dans la ville de Calès, de la céramique culinaire locale, des gobelets à parois fines et des flacons à parfum en terre cuite. Ce mobilier contient donc en partie des céramiques résiduelles et d'autres en usage vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme on n'y a trouvé aucun fragment de sigillet italique, on a tendance à penser que le terminus postquem de cette phase doit être placé dans le 3e quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les cuves et la chaudière assurent qu'on se trouve dans un atelier qui a produit de l'huile. En effet,
les analyses effectuées par Nicolas Garnier, que j'avais invité il y a quelques semaines, ont montré, je cite, des associations d'acides gras insaturés, dérivés des acides stéariques et palmitiques, et des stérols végétaux, qui montrent qu'elles ont contenu une huile végétale. Et donc, il a fourni ces chromatogrammes qu'il commenterait, bien entendu, nettement mieux que moi, mais il vous en a donné de nombreux exemples. Il y a toutefois une curiosité, c'est que la cupule au fond des cuves était faite avec des fonds d'amphores vinaires qui ont été remployés et qui, donc principalement des amphores Dresselin, et l'analyse a montré, parce qu'on a fait des analyses à la fois dans les parois des cuves et dans le fond, et donc dans ces culots d'amphores, ces amphores remployés ont montré des résidus de poids et aussi des phénols du vin qui étaient associés à des acides gras. Et on voit donc que, en quelque sorte, dans la paroi de l'amphore réutilisée, se conservait la mémoire des utilisations précédentes de l'objet, puisque c'est une amphore à vin qui avait ensuite été réutilisée comme cuvette dans une cuve de décantation pour lui. Donc, ça nous a fait quand même, cette analyse nous a fait progresser aussi dans nos interprétations, et on se rend compte que le phénomène du remploi explique parfois des anomalies ou des curiosités, et il faut donc, comme il l'a dit à plusieurs reprises, travailler sur des séries assez longues pour pouvoir éliminer ces cas particuliers. Quoi qu'il en soit, la présence dans les enduits et dans la cuvette de ces acides gras assure qu'on a bien affaire à une huilerie. Alors, dans ces conditions, comment interpréter la chaudière? Alors, il y a deux solutions. Soit on considère que c'est une chaudière qui servait à chauffer de l'eau, et dans une huilerie, on a toujours besoin d'eau chaude, notamment lorsqu'on fait les pressions successives pour extraire des huiles de qualité de moins en moins intéressantes, et on finit par extraire des huiles dites lampantes, dont on se servait principalement pour alimenter les lampes à huile. Soit on a affaire à un fourneau d'enfleurage du même type de ceux identifiés à Delos, et donc où on mettait un chaudron pour chauffer de l'huile et des aromates au bain-marie. J'ai tendance à penser, étant donné la particularité des autres boutiques que nous avons trouvées dans la rue, qu'il s'agit plus probablement d'un fourneau d'enfleurage, mais comme vous le voyez, et malheureusement, la chaudière elle-même est en grande partie détruite par un pilier de la phase successive. Par ailleurs, les cuves me paraissent trop grandes pour avoir servi à faire de l'huile pour un seul parfumeur. Et je pense qu'il est probable que cette installation travaillait pour plusieurs clients réguliers situés dans les boutiques à côté, par exemple. Et nous verrons tout à l'heure que c'est probablement le cas aussi pour la parfumerie de Paestum, et il est vraisemblable que lorsqu'on a affaire dans un quartier qu'on suppose être un quartier de parfumeurs à un seul pressoir, c'est que en fait les quantités d'huile nécessitées par l'ensemble des parfumeurs ne nécessitaient pas donc que chacun fasse sa propre huile, et que vraisemblablement il y avait un atelier peut-être un peu plus gros que les autres qui préparait l'huile pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour plusieurs parfumeurs, en quelque sorte clients réguliers, avec des relations suivies. Cette installation, telle que nous la voyons, a été en fait détruite lors du grand tremblement de terre de 62 ou 63 après Jésus-Christ. Vous savez qu'avant la catastrophe finale qui a vu l'ensevelissement de Pompéi par l'éruption du Vésuve en 79, il y a eu un accident annonciateur qui a été un grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre est rapporté par deux textes,
l'un de Tacite dans les Annales en 15-22-23, l'autre de Sénèque dans les Questions naturelles en 6-1. Et si les deux auteurs s'accordent à dire que le tremblement de terre a été ravageur, particulièrement pour les villes d'Herculanum et de Pompéi, la date qu'ils avancent n'est pas la même et on se trouve en quelque sorte devant le choix entre 62 ou 63 et je n'ai pas l'intention évidemment ici de rentrer dans ce débat qui nous mènerait très loin et qui de toute façon n'a pas une grande importance en ce qui nous concerne. Une datation à 2 ans près est déjà presque un miracle en archéologie. Mais donc c'est cet événement qui détruit une partie de la maison et qui impose donc une reconstruction qui se passe après un certain temps. Nous allons voir que ce temps est relativement court et que j'ai appelé état 4. Alors dans cet état 4, les cuves sont comblées, on a complètement remodelé la maison et on a reconstruit des parties en opus latericium que vous voyez ici sur cette diapositive en gris. On a renforcé certains murs, vous voyez, on a construit des piliers pour consolider des murs qui ne s'étaient pas écroulés mais qui devaient être fragilisés. Et on a redécoré l'atrium, parce qu'évidemment les peintures ou les enduits avaient dû beaucoup à souffrir. Alors malheureusement, c'est comme la fouille remonte aux années 1820, les peintures se sont perdues, mais nous avons conservé un dessin de l'une des peintures qui était située sur la paroi occidentale de l'atrium, dessin qui représente Hercule en train d'enlever Augée lors du sacrifice, Hercule ivre d'ailleurs, qui vous voyez qu'il avance en titubant, il traîne Augée derrière lui, alors que un Silène est en train d'uriner sur sa jambe, et tout ça se fait sous la haute autorité de Dionysos qui regarde la scène depuis la porte du sanctuaire. Et donc, il faut imaginer que cette peinture un peu curieuse ornait la maison du fabricant d'huile et probablement du parfumeur. Dans la boutique elle-même, à l'occasion des travaux de transformation, on a, comme je vous l'ai dit, rempli les cuves, et vous voyez que sur ce plan, elles ne sont plus indiquées, et l'on a recouvert le tout, c'est-à-dire toute la pièce, d'un sol en opus igninum, c'est-à-dire en mortier de Tuileau, dans lequel nous avons eu la chance de trouver un dépôt monétaire de 3 monnaies, dont 2 absolument neuves, comme vous voyez sur cette photo, absolument identiques, frappées par Néron en 65 après Jésus-Christ. Je crois que nous avons affaire en l'occurrence à un dépôt de fondation qui donne un terminus certain après 65 après Jésus-Christ et probablement de 65 après Jésus-Christ, puisque c'est un dépôt de fondation. Il aura donc fallu seulement 2 ou 3 ans, selon la date que l'on assigne au tremblement de terre, pour procéder à la reconstruction, ce qui est un délai tout à fait normal, voire rapide en ces circonstances. Jean Andreau, dans un article paru en 1973, mais qui garde toute sa force et qui s'appelle « Histoire des séismes et histoire économique, le tremblement de terre de 62 après Jésus-Christ à Pompéi », paru dans les Annales en mars-avril 1973, a montré en effet que peu de maisons avaient été reconstruites avant 70, mais que les boutiques et les ateliers avaient été les premiers réparés. Et il a fait un parallèle avec la reconstruction de Lisbonne après le séisme de 1755. Après ce désastre, en effet, les travaux durèrent 20 ans. Mais ce sont les boutiquiers et les artisans qui furent les plus prompts à faire les travaux,
afin de ne pas perdre leur clientèle et afin de continuer leurs affaires. Je crois que cette découverte du dépôt monétaire dans la reconstruction de cette parfumerie de Pompéi illustre et confirme a posteriori cette intuition et cette démonstration de Jean Andreau, puisque là, on a une date précise pour la reconstruction. Donc, comme je l'ai dit, les travaux ont d'abord consisté à combler les cuves avec des gravats qui provenaient de la démolition des murs qui avaient été détruits. Bien entendu, ces niveaux contiennent essentiellement du mobilier résiduel. Un lot d'une vingtaine de lampes qui étaient hors d'usage et passées de mode, de nombreux fragments d'amphores italiques et rhodiennes qui avaient déjà été remployés dans les constructions, des céramiques campaniennes, des as à la tête de Janus, et donc beaucoup de matériel, principalement du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais on trouve aussi, en proportion nettement moindre, quelques fragments datables de la première moitié ou du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, et notamment des sigillés italiques. À la fin de l'opération de comblement, les cuves ont été arasées et donc recouvertes par ce sol dont je vous ai parlé. La construction des nouveaux murs et des piliers a partiellement détruit les installations antérieures, et notamment la chaudière, et c'est au cours de la même phase de construction qu'on a refait ou consolidé la façade en grand appareil, à peu près à son emplacement antérieur, mais avec quelques modifications. Et c'est évidemment à cette phase qu'il faut attribuer le pressoir à montants verticaux dont nous avons parlé à plusieurs reprises, mais qui devait être déjà remployé de la phase antérieure. Donc je crois qu'il y a une continuité très nette entre la boutique avant le tremblement de terre de 62 ou 63, qui devait déjà être possédée par un parfumeur, ou en tout cas un fabricant d'huile pour la parfumerie, et qui, en quelque sorte, a dû survivre au tremblement de terre et qui reconstruit sa boutique immédiatement après, avec un plan légèrement différent, mais en réutilisant le pressoir qu'il avait auparavant employé. Il y a une phase ultime que j'ai appelée 4B qui correspond au remaniement ultime de la boutique, remaniements qui n'ont d'ailleurs pas dû être effectués en même temps. Ces remaniements ont principalement consisté à poser un tuyau d'alimentation d'eau et correspond donc au rétablissement de l'eau sous pression lorsque, enfin, l'aqueduc a été réparé et où on a remis en service le système de distribution d'eau qui remontait à l'époque d'Auguste et qui est encore bien visible, par exemple, aux abords de la maison des Vettii et un peu partout dans la ville. Mais visiblement, là je n'ai pas de date précise parce que il n'y avait pas de matériel suffisamment pour le dire, mais il est clair que ça se passe après, nettement après la reconstruction de la boutique et probablement dans les toutes dernières années avant l'éruption du Vésuve. Malheureusement, les fouilles de 2001-2002 n'ont rien trouvé qui appartienne à cette dernière phase d'occupation qui a été scellée par l'éruption, et il n'y a absolument aucune observation qui a été consignée dans les archives qui proviennent de la fouille de 1823. Pour nous, donc, les boutiques sont vides, à l'exception du pressoir, et ce dernier, d'ailleurs, reste mal connu parce que la description donnée par Amedeo Maiori n'est pas bien claire. La seule certitude, c'est que la fosse quadrangulaire maçonnée a livré des poutres croisées qui devaient supporter le pressoir lui-même. Et elle a livré aussi 2 plateaux de bois, dont l'un est circulaire, épais de 9 cm, et l'autre carré. Et ces pièces étaient, semble-t-il, assujetties par une fiche en fer longue de 30 cm. Selon Maiori, le plateau circulaire et l'axe en fer auraient servi à faire tourner la mée et le pressoir lui-même, ce qui me paraît une reconstruction un peu fantaisiste. Et il me paraît très douteux que la mée, en fait, ait été mobile. Vous avez vu la grosseur de la pierre et son poids. La faire tourner aurait été d'ailleurs totalement inutile,
puisqu'il suffisait de changer les récipients placés sous le bec. Je crois que le disque de bois qui a été trouvé appartient probablement au plateau supérieur de la presse et non au support, comme Mayuri le publie. Quant à la restitution de l'instrument, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'indices qui nous permettent de savoir s'il s'agissait d'une vis ou de quoi. Cette probable parfumerie n'est pas isolée. Un autre pressoir existait à peu de distance dans une des boutiques de la rue. Lamé se trouve d'ailleurs aujourd'hui dans la maison d'Ariane. Alors vous voyez ici la maison d'Ariane, qui est l'une des plus grandes maisons de Pompéi, après la maison du Faune, avec 2 péristyles, un atrium. Et en façade de la maison d'Ariane, il y a 2 boutiques, et dans la boutique qui fait l'angle ici, on a mis au jour, je vais y revenir, les restes d'une installation. La pierre de pressoir elle-même, que vous voyez ici, que vous reconnaissez, se trouve aujourd'hui déplacée dans le péristyle, le 2e péristyle de la maison d'Ariane, sans qu'on sache exactement où elle a été trouvée. Alors peut-être provient-elle de la boutique 30, qui a été fouillée par l'équipe de l'Instituto Valenciano di Conservación y Restauración de Bienes Culturales, équipe qui est dirigée par Albert Rivera et Macarena Bustamente. Ce sont, que vous voyez ici, donc c'est cette boutique qui est à l'angle, dans laquelle nos collègues espagnols ont trouvé des cuves, mais je n'insiste pas sur ce point car je les ai invités à venir nous présenter leurs fouilles dans 15 jours, et donc nous aurons l'occasion au cours d'un séminaire d'examiner cet ensemble en détail. Et le fait qu'ils aient trouvé cet ensemble ici et le fait que j'ai fouillé un autre ensemble du même genre en 24-25 ici nous a incité en 2011 et 2012, c'est-à-dire l'année dernière et cette année, à s'associer pour fouiller les boutiques situées entre nos propres fouilles. Donc voici la mienne ici et la leur est ici. Donc vous fouillez ces boutiques qui sont ici, de façon à déceler éventuellement d'autres installations de parfumeurs. Alors chaque boutique a donné des résultats différents. Voici ici une vue des fouilles de 2011. La boutique 26 qui est ici a livré les restes d'un ensemble encore conservé dans les lapillis et avec notamment des instruments tels que des mesures et des balances. La boutique suivante, la 28, a livré des fosses et des cuves avec des unguentaria, mais là encore, je n'insiste pas, car cela fera partie de notre séminaire, puisque nous avons l'intention de présenter à la fois les fouilles qu'ils ont fait eux-mêmes et nos fouilles communes à cette occasion. Mais je les ai quand même mentionnés pour dire que je crois que c'est l'ensemble donc, de la Via degli Augustali qui était consacré à la production et au commerce des parfums. Et nous en avons quelques autres indices dans les archives. En effet, si précisément les boutiques que nous avons nous-mêmes fouillées, c'est-à-dire 7.4, 24, 25 et 7.4, 26 à 30, ne sont pas décrites dans les relations de l'époque, nous avons quelques mentions de boutiques dont on ne sait pas exactement où elles se situent, mais toujours dans la Via degli Augustali, de découvertes qui sont en relation avec la production des parfums. Par exemple, le 3 octobre 1823, on nous dit « nel deterrarsi », donc dans le dégagement d'une boutique située à droite de la rue, qui est elle-même située sur le côté lato settentrional del foro, sur le côté septentrional du forum, on a trouvé 215 carafines, c'est-à-dire des petits flacons, et 4 mortiers associés à des pilons et à plusieurs balances.
On y a aussi trouvé 3 mortiers en marbre et 1 en céramique et 6 poids. Donc tout ça me paraît tout à fait correspondre à ce qu'on attend dans une boutique de parfumeur, c'est-à-dire des mortiers pour écraser les ingrédients, des balances pour les peser et des flacons. Et par ailleurs, dans un secteur qui est là aussi pas très clairement bien précisé, le 27 février 1829, à l'occasion de la visite du roi de Bavière, on a dégagé, comme on le faisait à l'époque lors d'une visite royale, on a dégagé une boutique qui était située quelque part à côté des thermes du forum, et dans laquelle on a trouvé 550 caraffinettes, c'est-à-dire probablement des flacons à parfum, 11 unguentari, donc clairement des flacons à parfum, là c'est clair, et 55 bocchettini, qui pourraient être éventuellement des bouteilles carrées que les parfumeurs utilisaient pour conserver les parfums en plus grande quantité. Il semble donc se dessiner, selon moi, dans la Via degli Augustali et dans la Via del Foro, qui est juste à côté, un quartier destiné à produire et commercialiser des parfums qui, évidemment, étaient favorisés par la proximité du forum et par la proximité des thermes. Et donc, on peut en conclure que cette voie des Augustales était presque exclusivement consacrée à ce commerce, vous savez, cette tendance qu'ont les anciens à se regrouper, ce qui explique, selon moi, qu'au bout de la rue, c'est-à-dire dans la partie qui est ici, à côté de l'arc qui permet d'entrer dans le forum, on ait trouvé, malheureusement ça a disparu parce que c'était peint sur un enduit qui lui-même s'est ruiné, on a trouvé plusieurs inscriptions, enfin en tout cas 2 inscriptions, qui mentionnent les unguentari, c'est-à-dire les parfumeurs, qui prennent parti, comme vous le voyez ici, pour Verus, un candidat à l'édilité, et pour Modestus, qui est lui-même candidat à l'édilité. Donc on est bien dans leur quartier, et non comme le pensaient Amedeo Maiori et Matteo della Corte, on est dans le quartier et non pas au siège de leur corporation. Ça, c'était la vulgate dans les écrits de Maiori et de Della Corte. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a probablement pas eu de véritable corporation des parfumeurs à Pompéi, en tout cas de collège officiel, ou en tout cas on n'en a aucune preuve. Mais il y avait un quartier, et je crois qu'on est dans ce quartier. Et c'est ce schéma de répartition que je propose de déceler aussi dans la ville de Paestum. Paestum est une ville dont l'histoire est longue et mouvementée. Elle a été fondée sous le nom de Poseidonia vers 600 avant Jésus-Christ par des colons venus de Sybaris. Et c'est à l'époque de l'époque archaïque et classique que datent les fameux temples que vous connaissez, des temples méridionaux traditionnellement attribués à Poséidon, mais qui sont en fait des temples de Héra, et le temple septentrional qui est dédié à Athéna. C'est aussi de cette époque que datent des édifices typiquement grecs comme l'Ecclésiastérion, qui a été situé à côté de l'Agora. À la fin du Ve siècle, la cité grecque a été conquise par les Lucaniens, qui étaient un peuple des montagnes, et qui l'ont rebaptisée Paestum. Et après la guerre que Rome mena contre Pyrrhus, une colonie de droit latin fut établie en 273 avant Jésus-Christ. Alors c'est important pour nous parce que l'urbanisme fut alors totalement remodelé avec la création d'un forum, que vous voyez ici derrière les temples, et que nous allons voir mieux sur cette diapositive qui montre le plan de la ville, créant donc un forum et bien entendu les boutiques situées autour. La cité s'est ensuite développée rapidement avec création
du comitium, que nous voyons ici, de plusieurs temples, notamment le temple de la fortune virile, d'une basilique, bien entendu, d'un amphithéâtre, etc. Et également avec le développement, dès l'époque républicaine et surtout au cours du Haut Empire, de quartiers, de demeures cossues. La ville a connu une réelle prospérité jusque vers le IVe siècle après Jésus-Christ, puis elle est entrée en décadence et se réduit en fait à un village au cours de l'Antiquité tardive. Le site a été largement dégagé au début du XXe siècle, mais il a fallu attendre 1982 pour qu'une mission franco-italienne dirigée par Emanuele Greco et Dinu Teodorescu, puis par Agnès Rouvéret et Angela Pontandolfo, entreprennent une recherche systématique visant à dater et à interpréter les monuments dans un cadre d'ensemble. Parmi les vestiges qui ont été dégagés durant la période fasciste, dans l'angle nord-ouest du forum, près de la porte d'accès, c'est-à-dire ici, près de la porte d'accès mettant en communication le temple de la fortune virile, qui est connu par les visiteurs comme étant la zone de la piscine, parce qu'il y a un grand bassin rituel dans cette partie-là. Donc entre le forum et ce temple se trouve une boutique à l'intérieur de laquelle gît, comme vous voyez ici, une maie de pressoir qui est quelque peu incongrue à cet emplacement. Le forum, comme je l'ai dit, a été créé après la déduction de la colonie en 273 et a été sondé par l'équipe franco-italienne, et on peut suivre donc l'évolution des boutiques depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Empire. Cette boutique au pressoir avait été dégagée par un fouilleur du nom d'Antonio Marzullo entre 1929 et 1939, toujours sous la haute direction du fameux Amedeo Maiuri, qui venait encore moins souvent à Paestum qu'il venait à Herculanum. Et évidemment, la relation de fouille correspondant est extrêmement lacunaire. Aucun document d'archives ne subsiste, et Amedeo Maiuri en a donné une relation qui est extrêmement succincte, se bordant à évoquer l'existence d'un pressoir et la fabrication de lui. En fait, la boutique mesure 4,30 m par 3,50 m et elle est accolée, vous voyez ici sur cette photo, au mur occidental du forum. Et elle ouvrait au départ très largement sur la place, ce mur, nous allons le voir, étant postérieur. J'ai pu reprendre la fouille en 1995-96 et par chance, une bonne partie de la stratigraphie était conservée, et vous voyez ici les coupes sur ces diapositives qui montrent que la pierre de pressoir, en tout cas, reposait encore sur des sols, et il existait dans les angles de la pièce des stratigraphies un peu plus longues qui permettent de retracer l'histoire de la boutique depuis ses origines presque jusqu'à sa fin. Alors au départ, on a une première phase que j'ai appelée niveau état 1, qui correspond en fait à un niveau de rue antérieur à la création du forum, donc antérieur à la construction des murs, et qui date de la période archaïque et classique. Sur ce niveau de rue est construit, dans la phase 2, probablement une première boutique qui est adossée au mur en opus quadratum du premier forum, et donc on se situe quelque part vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a ensuite, lié déjà à ces niveaux, des couches archéologiques qui contiennent principalement des céramiques à vernis noir des IVe et IIIe siècles et déjà un certain nombre de fragments de vases à parfum d'Unguentaria en terre cuite. Cette boutique a fonctionné pendant assez longtemps et plusieurs fosses ont été creusées qui contiennent, elles aussi,
des vases à parfum et aussi des osselets, des os d'animaux, etc. Il y a ensuite une troisième phase où on a construit les murs latéraux. Les murs latéraux de la première boutique ne sont pas connus. Ces nouveaux murs sont construits en opus quadratum et à cette occasion, on a déposé sur le sol divers remblais qui ont servi ensuite de sol. Et au cours du fonctionnement de cette phase, il y a eu creusement de plusieurs fosses qui ont livré, elles aussi, des vases à parfum. Enfin suit l'état 4 qui voit l'installation du pressoir. On peut supposer que l'installation du pressoir a été accompagnée d'une réfection totale de la boutique, auquel pourrait correspondre la pose d'un sol en opus signinum qui n'était conservé que par lambeaux, car les anciennes fouilles l'avaient largement détruit. Les remblais qui sont sous-jacents à la pierre de pressoir montrent qu'on n'a pas pu installer ce pressoir lui-même avant le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ ou le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc voici un plan qui vous montre cette phase 4 avec l'installation du pressoir et probablement le sol en opus signinum. Puis suit une phase 5 qui est surtout marquée par le creusement d'un égout daté après le début du 2e siècle de notre ère. Et enfin suit une phase 6 où l'on a construit un mur en façade, mur qui est fait de blocs de remploi et qui correspond à un exhaussement important du sol à l'intérieur de la boutique et à l'oblitération du pressoir. La pierre de pressoir à ce moment-là est recouverte par des remblais et il est clair que la boutique change alors de destination. Est elle-même d'ailleurs encore une boutique? On n'en sait trop rien, j'en doute, car la porte qui est ici est relativement étroite et ne correspond pas à une boutique. Il est possible que la nature de l'occupation change, mais on est déjà dans le courant du IVe siècle après Jésus-Christ, et donc les transformations qui voient le progressif abandon de la ville sont entamées. Malheureusement, les couches de cette période étaient extrêmement mal conservées. Je n'avais que quelques lambeaux de stratigraphie dans cette partie-là, et il est très difficile, bien entendu, d'extrapoler à l'ensemble. Alors, si on revient à la boutique telle qu'elle fonctionne au Haut-Empire, nous nous trouvons en face donc d'un pressoir avec une maie en fait non pas d'un bloc de marbre, mais d'un bloc de très beau calcaire, très bien taillé, et, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, d'une grande dimension, puisque ça fait 1,50 m de long par 1,19 m de large, et au centre de laquelle se trouve un cercle de 0,98 m entouré d'une rigole. Cette rigole s'approfondit et se déverse donc par ce bec dans des récipients que l'on devait changer. Malgré les dommages causés par les vieilles fouilles à la boutique, il est certain qu'il n'y avait pas de cuve en dessous et donc on devait changer les récipients qui devaient être en métal. C'est ce que j'ai représenté dans ma reconstitution qui est ici. Les traces de l'appareillage en bois n'étaient conservées que dans la partie ouest, ici, et sous la pierre. On y a trouvé un calage d'un porteau vertical qui mesurait 45 cm par 30, profondément enfoncé dans le sol, et dessous la pierre, les traces d'une poutre de jonction que nous avons pu également mesurer, car l'emplacement de la poutre où la poutre avait pourri était rempli de collusions très fines qui marquaient donc exactement sa forme. Je crois que, comme je vous l'ai dit, il faut éliminer l'hypothèse d'un pressoir à levier, bien entendu, parce que la boutique est trop petite, et qu'il faut donc restituer un pressoir vertical. Et je crois aussi qu'il faut éliminer, contrairement à ce que j'avais pensé au départ, une presse à coin, car la presse est, comme vous le voyez, située immédiatement
contre le mur. Or, pour faire fonctionner correctement une presse à coin, il faut pouvoir frapper des deux côtés et donc ne pas être gêné par l'emplacement d'un mur. Donc, je propose aujourd'hui de restituer une presse à vis, comme c'est le cas à Herculanum et probablement, ou peut-être à Pompéi. Dans la boutique de l'état 2, comme nous l'avons vu, des fosses contenaient déjà des ungüentaria des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Les niveaux postérieurs, et notamment les tranchées de fondation et les fosses, ont livré aussi un nombre significatif de flacons à parfum de type ancien qui ont évidemment été extraits des niveaux hellénistiques lors des divers creusements. Dans les couches correspondant aux états 3 à 5, qui ont été largement détruites dans la majeure partie de l'espace, il restait encore quelques ungüentaria, 3 en céramique de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et des fragments de plusieurs balsamères en verre des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Par ailleurs, la découverte d'un mortier pourrait être un indice supplémentaire. Nous avons vu à plusieurs reprises que les parfumeurs utilisaient des mortiers pour broyer les ingrédients et les mélanger. Et, comme je vous l'ai dit, comme à Paestum, je crois que ce parfumeur travaillait les huiles pour les producteurs voisins. Car, de l'autre côté du passage d'entrée du forum, la boutique numéro 1 du forum semble aussi avoir été une parfumerie dès les 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, car la couche 7 du sondage 64, fouillé dans les fouilles d'Emmanuel Greco et d'Inu Teodorescu, a mis au jour un dépotoir d'ungüentaria daté de cette période, à la fois par leur type et par les monnaies associées. Dans la même rangée des boutiques occidentales, le sondage 128, toujours de la même équipe, fait dans la boutique numéro 2, qui a été ensuite ultérieurement transformé en sanctuaire, a livré 2 dépotoirs contenant des ungüentaria. Donc je crois qu'à nouveau, on a affaire au quartier des parfumeurs, évidemment parfaitement situé entre la place du Forum et le sanctuaire de la fortune virile qui est situé à côté. Bien entendu, il n'est pas possible de déterminer quel type de parfum on faisait à Paestum, mais je crois qu'il n'y a pas de doute que l'on y faisait du rhodinone, parce que, donc de l'huile parfumée à la rose, car c'est un des parfums les plus communs en général, l'un des plus communs fabriqués en Campanie, et que nous avons plusieurs textes poétiques qui insistent sur la culture des roses de plein champ aux alentours de Paestum. On doit en effet mettre en relation les vestiges archéologiques avec ces textes que l'on trouve chez Virgile, Ovide, Properce et Martial. Alors d'abord Virgile, dans les Géorgiques, livre 4, vers 119, Virgile évoque les roseraies de Paestum qui fleurissent 2 fois l'année. Ovide, dans les Pontiques, en 2, 4, 28, oppose le parfum du souci à celui de la rose de Paestum, et dans les Métamorphoses, en 3, 15, 708, il dit que Asclépios longe par mer les roseraies de la tiède Paestum au retour d'une consultation à Épidore. Properce, dans ses élégies, en 4, 4, 69, évoque les roses de l'odorante Paestum. J'ai vu les roseraies odorantes de Paestum destinées à vivre s'effondrer, brûler sous le souffle du notus matinal. Et enfin, Martial, de son côté, cite les chants de Paestum comme l'archétype des roseraies. En 4.42.10, en 5.35.9, en 9.61, où il dit que tu sois né dans les champs de Paestum ou dans ceux de Tibour, que tes fleurs aient émaillé de leur incarnation la terre de Tusculum, ou qu'une fermière t'ait cueilli dans son jardin de Préneste, ou encore que tu aies été naguère la gloire du sol de la Campanie, laisse-lui croire que tu viens de mon domaine de Nomentum. Et enfin, dans le livre 12, 31.3, il souligne lui aussi, comme Virgile, la production bisannuelle de ces roses. Le vocabulaire employé
où il dit rosaria, il dit tout rosaria, donc les champs de roses. L'insistance sur la productivité semble indiquer qu'il ne s'agissait pas seulement d'ornements de jardin, mais de culture à large échelle. Et de telles roseraie ne s'expliquent que si la production débouche sur des artisanats susceptibles de générer des profits. Alors, ces artisanats sont bien entendu la confection des guirlandes et aussi, je le crois en l'occurrence, la fabrication des parfums à la rose. Ce rhodinum, qui était un parfum puissant au point d'effacer tous les autres et qui était donc produit en Campanie en large échelle. Donc, pour en finir sur Paestum, si les activités proprement agricoles eussent été incongrues sur le forum, par contre, des boutiques de fabrication et de vente de parfums se justifiaient pleinement pour fournir les besoins religieux des temples avoisinants et pour satisfaire la clientèle profane qui se pressait sur le forum en toutes occasions et notamment les jours de marché. On a donc vu l'ensemble des installations de parfumeurs qu'il m'a été donné de fouiller ces dernières années. Dans notre prochain séminaire dans lequel j'ai invité mon collègue Nicolas Tran, nous verrons ce que l'épigraphie sur pierre apporte à la connaissance des parfumeurs, de leurs pratiques sociales et de leur statut en général. Et dans le séminaire suivant, nous reviendrons à Pompéi pour détailler la fouille en cours que nous sommes en train de faire avec nos amis espagnols. Et vous pourrez donc rentrer dans le vif d'une fouille qui est directement liée au thème de ce cours. Le dernier séminaire sera consacré à la reconstitution et les problèmes que posent ces reconstitutions de parfums antiques, qui est un programme que j'ai initié avec l'Université de Nice et un laboratoire du CNRS spécialisé dans l'analyse des parfums et dans l'aide aux industries de parfums locales, notamment ceux de Grasse. Et nous verrons comment éventuellement l'étude des parfums anciens peut donner des idées pour d'autres types de parfums qui pourraient être en usage aujourd'hui ou demain. Merci.